Radio Arson, une série de podcasts proposée par la bibliothèque de la Villa Arson. Leïla Al-Bayati est invitée à la Villa Arson pour un workshop dans le cadre des cours de cinéma proposés par Catherine Libert. Réalisatrice franco-irakienne, elle compose la musique de ses films. Son dernier long métrage, d'Abdul à Leïla, sortira en France le 8 mai. Leïla, protagoniste principale de ce film, confronte son père, Abdul, à son passé et décide d'apprendre l'arabe pour mettre en chanson les poèmes qu'il lui a écrits. La langue et la musique lui ouvrent peu à peu la voie vers des souvenirs longtemps refoulés et l'emportent vers la découverte de ses origines arabes. Bonjour Leïla. Bonjour Tristan. Aujourd'hui avec nous au micro de Radio Arson, on a ce grand connoisseur de musique et entre autres de musique arabe, Arnaud Maguet, plasticien, artiste et enseignant à la Villa Arson. Salut les kids. En amont, avec Leïla et Arnaud, on s'est dit on pourrait faire une interview dont le fil conducteur serait la musique, puisque la musique traverse tous tes films, Leïla, et que dans le dernier d'Abdul et Leïla, elle tient une part très très importante. Oui, c'est un film... ça commence par dire je préfère chanter que parler, donc oui, c'est sûr. Je compose et je chante depuis mon accident. On en reparlera de l'accident. Mais d'ailleurs, j'ai une question, peut-être la première question. J'aimerais bien savoir quel est ton plus ancien souvenir de chanson, de musique entendue dans ta prime jeunesse. Est-ce que tu t'en rappelles ? Non. Dans ma prime jeunesse, il faut que je revienne en arrière parce que souvent, j'arrive pas à me rappeler de ma jeunesse. Mais la musique a toujours été... Je chantais tout le temps quand j'étais petite, j'avais tout le temps un casque, donc j'écoutais plein de trucs et je pense que j'écoutais surtout de la chanson française. Léo Ferré, mais voilà, c'est ce qui me revient. Brel, Barbara, des choses comme ça. Je pense que c'est avec ce que j'ai écouté le plus. Et dans ce fil conducteur, un peu dans le film, qui est cet apprentissage de la langue pas perdue mais jamais apprise, est-ce que justement à la maison il y avait de la musique d'Irak ou du monde arabe en tout cas, quelque chose qui serait d'un fond musical on pense à la scène de ces époques, la scène libanaise était une grosse production discographique qui irriguait un peu tout le monde arabe. Ouais. Ben non, mon père vivait en France et nous coupait un peu quand on était petit de la musique arabe, donc on écoutait que de la musique occidentale et c'est ça qui fait que venir tard vers cette langue que je n'ai pas apprise, ça a été tout un... Enfin voilà, c'est comme si j'étais redevenue un bébé qui réapprend quelque chose d'un peu inconnu. Mais vu que je suis allée en Irak, là-bas j'ai écouté de la musique arabe. Et après, voilà, avec la vie, c'est rentré plus tard, quoi. Mais pas dans l'enfance. Il y a un moment intéressant dans ton film, c'est... quand vous êtes devant un ordinateur, j'imagine sur YouTube, et vous devez mettre une chanson, et que toi tu lui dis non, je veux une musique française, ton père il dit non, je veux une musique irakienne, et on a l'impression que, moi ce que j'ai lu comme, c'est que t'es en train de lui dire, mais maman, j'ai entendu que des chansons françaises dans ma jeunesse, et c'est ça qui m'a construite, et là j'ai envie de passer une musique française, et j'avais l'impression que là tu redonnais une place à ta mère dans cette scène. Je sais pas pourquoi Bah ouais, ma maman m'a tout le temps chanté des chansons, et c'est vrai. Et mon père, en fait, vu que je suis devenue musicienne, il écoutait pas de musique avant. Mais vu que je suis devenue musicienne, il s'est mis à écouter, il a décidé de m'écrire les textes en arabe. Et à partir de là, il est devenu obsédé par la musique arabe et de tout le temps m'expliquer ce qu'il fallait que je fasse dans la vie et chanter arabe. Donc après, il s'est mis à vraiment écouter des musiques arabes. Mais là, à ce début, c'était le conflit total parce que il m'expliquait des choses que je comprenais pas et j'avais pas envie d'écouter de la musique arabe. Je connaissais pas les sons. Donc voilà. Donc ouais, il y a cette scène où on se dispute à la Cassavetes comme ça. Et justement, dans ce genre de scène, moi j'ai une question plus cinématographique sur le point de vue. C'est-à-dire que sur les films sur l'intime,
qui pose une catégorie à part dans le cinéma sur le film journal intime. Souvent, c'est l'auteur ou l'autrice qui filme. Et là, c'est souvent quelqu'un d'autre, puisque on ne sait pas tout, mais des fois, c'est manifestement toi qui filmes, et d'autres fois, comment ça se gère dans ces moments intimes? Après, qui filme? Est-ce que c'est important? Et comment ça se gère dans un moment? Est-ce que c'est quelqu'un de la famille ou c'est quelqu'un qui est complètement étranger, qui est un pur technicien? Alors, elle s'appelle Zoé Nuche. Elle est pied noir. Elle avait grandi avec une famille qui n'a jamais parlé de ça. Et il y a eu les attentats. Et moi, j'avais, toute cette époque, en fait, on habitait à Berlin. Et en fait, moi, j'avais ce désir de chanter en arabe. Et en fait, ça lui a tellement parlé qu'elle est venue avec moi. Et toutes les deux, on est parties à deux commencer le film. Donc après, Zoé, elle a vraiment développé sa façon de filmer. Et puis après, voilà, il y a un autre chef opérateur qui est venu. Mais c'est des gens... oui, je vais raconter, ça je me rappelle. Le début du tournage s'est fait avec un chef opérateur qui est parti au bout de 4 jours parce que cet intime, il n'avait pas envie d'y accéder. Un deuxième chef opérateur qui est aussi parti parce que cet intime, il voulait pas y accéder et il m'a expliqué que c'était donnant-donnant. Et vu que je voulais pas coucher avec lui parce que j'avais pas d'argent pour faire le film, il est parti. Et la troisième personne, c'est t'en débarrasser peut-être. Voilà, tant mieux. Et la troisième personne, c'est un jeune assistant et en fait lui, il est rentré près de ma famille. Et après Zoé et Jonathan sont rentrés très proches et en fait voilà, ils savaient filmer et moi je savais leur dire bon alors là on fait ci, on fait ça, et puis vu que je vais vite, je fais plan A, plan B, enfin voilà, tout est donc voilà, c'était plutôt une entente comme ça. Et alors parce que je joue dedans, donc quand je suis dans l'image et parce que c'est un film avec moi, c'est eux qui filmaient. Et après des fois ils n'ont pas pu suivre tout mon parcours, donc il y a eu d'autres caméramans qui sont venus sur le tournage. Après, il y a des images de moi, bah oui, parce que plein de fois, parce que moi je regarde, voilà, j'ai une caméra depuis l'amnésie, donc je me suis mise à filmer pour me rappeler pour retenir quelque chose. Donc j'ai aussi vraiment un point de vue. Donc entre nous, c'est un rapport où je leur ai expliqué ce que je voulais comme image et voilà, en fait voilà, donc voilà, tout s'est fait ensemble au fur et à mesure. Parce que oui, comme je disais, comme c'est dans ces films sur l'intime, c'est un peu comme les documentaires ou les films sur les survivors. Je suis tout seul au fond de la forêt, mais qui filment, et donc il y a toujours ce moment où il y a des moments sur des lits, tout ça, il y a des moments et voilà, moi ça m'avait sauté aux yeux de dire mais alors que c'est plutôt neutre, il y a pas mais c'était une question qui me turlupinait. Une autre peut-être qui me revient sur la musique, peut-être différencier aussi la langue arabe de la musique, parce que il y a pas que, c'est pas comme si on chante en anglais ou quoi, je veux dire qu'il y a le sens de la langue, mais aussi la façon de chanter, placer la hauteur des notes qui est très différente quand même de la musique dite occidentale. Ouais. En musique arabe. Oui, voilà, c'est ça. Donc c'est apprendre la langue. Quand chanter en arabe, c'est pas que chanter en langue arabe, c'est aussi chanter avec une autre façon de faire de la musique. Ouais, complètement. Chanter avec une autre façon. Moi, j'ai commencé à chanter. Mon père, ça l'énervait tellement que je prononce très mal que je me suis mise à apprendre l'alphabet pour prononcer. Mais en prononçant, je me suis mise à écouter plein de musique arabe pour trouver des mélodies qui sont qui sont arabes entre moi et le monde arabe, parce que quand même ma musique n'est pas de la musique arabe, c'est un mix de mon style avec mais oui, bien sûr que c'est complètement une autre sonorité, c'est complètement une autre façon. Enfin, par exemple, je chante pas du tout quand je chante en français, je chante pas du tout comme en arabe, parce que pour moi c'est un instrument en fait. La langue arabe, c'est voilà, donc en fait je peux allonger les notes, voilà, les choses. En fait, je suis dans un monde un peu féerique avec ma voix dans la langue arabe, alors que quand je chante français, je comprends ce que je dis et j'ai pas du tout, c'est pas un instrument pour moi, donc j'adore chanter en arabe. Et tu chantes en arabe que des choses que tu comprends, ou ça t'arrive de chanter en phonétique, parce que j'imagine que tu es en train d'apprendre, donc tu connais pas tous les mots.
Ou bien il faut vraiment comprendre, tu écris, tu chantes que ce que tu écris. Donc tu connais le sens tout le temps. Bah, j'oublie souvent le sens, surtout. Des fois, j'ai écrit et puis je me dis, mais qu'est-ce que ça voulait dire? Je chante. Non, parce que, voilà, je fais beaucoup de choses à la fois. Mais, non, des fois, j'ai appris Fayrouz sans connaître du tout le sens, avec juste ses mélodies, par exemple. Donc, non, je chante aussi en phonétique, mais après, pour bien chanter, je préfère lire. En tout cas, j'ai besoin de lire en arabe pour réussir à capter exactement, parce que c'est quand même assez difficile de savoir chanter cette langue. Sinon, et avec ma phonétique, il faut que je sois en phonétique arabe pour réussir à... Et tu nous parlais de Fayrouz. Quand tu dis que tu écoutais beaucoup de musique arabe, qu'est-ce que tu as écouté là, pour te mettre dans le bain, quand tu as essayé de rattraper les choses que tu n'avais pas eues? Ben, Fayrouz, je l'ai beaucoup écoutée parce qu'elle est proche du monde occidental et du monde arabe. Donc c'est un mix. Et j'ai appris plein de chansons d'elle. Et d'ailleurs, j'habite à Berlin et je chantais tout le temps ses chansons et je les reconnais parce qu'on l'entend partout, Fayrouz, dans les magasins arabes. Donc, et tout le monde se foutait un peu de moi parce qu'en fait, ils me disaient, mais t'écoutes les chansons de nos parents. C'est pourquoi tu chantes. Alors, parce que c'est les jeunes, la jeunesse écoute plus, enfin, c'est les chansons des parents. Donc, bah, j'ai écouté plein de différentes musiques, Kalsoum bien sûr, tous les Égyptiens. Et après, je suis allée à Mashrou Leila et Yasmine Hamdan, les choses comme ça un peu. Et puis aussi des choses beaucoup plus traditionnelles. Donc, et puis j'ai joué avec la scène libanaise underground. Et je fais de la musique avec eux. Donc en fait, voilà, je suis un mix de petits bouts d'époque. Voilà. Alors, en parlant de la scène libanaise, tu connais notre ami Nasri? Ah ouais, je connais Nasri, Ouais. bien sûr. Qui a performé pendant notre festival, avec les artistes du Moyen-Orient et de la rive sud de la Méditerranée, Diasporama 3000, qu'on avait organisé il y a 2 ans. Nasri qui était venu en résidence à la Villa et qu'on a réinvité pour performer un DJ set hyper bien. Ouais, ben ouais, je l'ai rencontré. Petite pensée, petit bisou à Nasri. Oui, ben voilà, j'ai super rencontre. Quand j'ai vu son mix, c'était un moment à Berlin et j'ai vraiment capté. Et dans la scène contemporaine ou irakienne ou libanaise, tu as des conseils à donner à nos auditeurs et auditrices? Oui, Maurice Lucas, je fais des choses avec lui. Alan Bishop qui joue avec au Caire. Grand guitariste. Voilà. Sir Richard Bishop. Et Voilà, son frère Alan. je fais plein de musique avec Alan en ce super. moment. C'est les 2 frères fondateurs du groupe Sun City Girls, qui n'existe plus, et du magnifique label Sublime Frequencies. Bon, et plein de choses. Hein. Je suis avec Raed. J'ai pas les noms dans ma tête là, mais voilà, j'écoute pas mal de la musique libanaise. Zaid Hamdan, je l'ai écouté. D'ailleurs, il m'a reconnu à ma voix, Zaid Hamdan, parce que avant l'autre jour, on était à la Goutte d'Or, on s'est rencontrés. Voilà, non, plein de gens quoi. Je trouve que c'est une scène hyper intéressante. Tout ça à travers Maurice Lucas, Alan Bishop, Sam Chalabi, tout ça. Et dans tes films, quand tu composes les BO, t'as pas des fois une envie de mettre une chanson autre que les tiennes? Par exemple, si j'avais mis... dans mon film, il y a 3 chansons qui sont pas à moi. Il y a une chanson de Marie-Laure Béraud, une chanson de... Voilà, je voulais remplacer Françoise Hardy, mais sinon, en général... là, le film, il est devenu tellement... surtout celui-là, quoi. J'avais les voix off... je pouvais mettre des musiques, les voix off étaient parlées, et finalement j'ai décidé de chanter la voix off, donc j'ai dû écrire la voix off, donc j'avais pas, et
voilà. Et en fait, je construisais à ma façon, vu que je compose en apprenant l'arabe, donc tout est parti de moi, quoi. Donc c'est pas que je veux pas. C'est sûr qu'un jour, quand je ferai des fictions, ce sera pas moi parce que je pense pas savoir composer des grandes musiques mais voilà, pour ce cinéma, ça servait bien que ce soit moi. Et je pense que les gens se rappellent de ça, ils rechantent les musiques et puis voilà. Et là, je vais sortir un disque qui va accompagner la sortie du film aussi. Et tu disais que la voix la narratrice, donc ta voix était chantée en grande partie dans le film. Et moi, quand j'ai vu le film, j'ai tout de suite pensé effectivement aux traditions d'une sorte de comédie musicale un peu bricolée, do it yourself, expérimentale. Mais est-ce que c'est la comédie musicale où tout est chanté par je pense au Parapluie de Cherbourg par exemple, où ça rime pas, il y a pas toujours la construction d'une chanson classique, mais toute la narration, tous les dialogues sont parlés, et puis la comédie musicale dans le cinéma arabe aussi, c'est très important. Est-ce que c'est des choses qui t'ont inspiré ou c'est venu comme ça? Non, ça m'a inspiré. Je suis inspirée complètement de Jacques Demy non, tout ça m'a inspiré. Et après, voilà, c'est devenu ça parce que je suis tellement passionnée par. En fait, faire un film, c'est très complexe pour moi. Mais faire de la musique, ça sort naturellement. Donc en fait, avec cette chose qui sort de moi naturellement, ça m'a semblé être beaucoup plus sincère et naturel et émotionnel et écrire des textes sur le traumatisme, sur l'amour, sur la liberté de la femme, sur tout ça, parce que les chansons, mon père en a écrit 3, et après moi c'est moi qui les ai écrites en apprenant l'arabe, donc non, voilà, je suis influencée bien sûr par les comédies musicales américaines, françaises et après italiennes, et après voilà, c'est rentré dans mon style et je crois que j'ai arrêté je suis restée 3 mois dans une école de cinéma et un prof m'a dit fais les films que toi seul peux faire, et en fait je me suis dit je vais arrêter l'école et je vais les faire. C'est un conseil pour tous nos étudiants et nos étudiantes. Non mais tout à l'heure tout à l'heure j'ai parlé à ma mère et je lui ai dit maman, pourquoi? Parce que j'ai fait archi, j'ai commencé une école de cinéma. Et j'avais les larmes aux yeux tout à l'heure, ça il faut bien le dire, en parlant à ma mère, et je lui ai dit maman, tu te rends pas compte que j'aurais vraiment dû faire une école d'art? Parce que là, par exemple, à la Villa Arson, je sens que ils sont ouverts, on peut mélanger des choses. Voilà, il y a de l'expérimentation et le fait que je fasse ce workshop avec mon style et en fait qu'on puisse, voilà, c'est un peu génial. Alors, contre ordre, vous pouvez rester, c'est super. Et moi, ça m'a rappelé aussi qu'un de mes disques de chevet que j'adore, et sur le thème un peu des artistes qui ont été un peu brisés par la vie au sens propre, des fois. Je pensais à Rock Bottom de Robert Wyatt. Je sais pas si tu vois cet album. Avec cette voix à la limite de la justesse et très frêle et en même temps hyper puissante. Est-ce que c'est des choses qui t'ont touché? Ah oui, énormément. J'ai pas arrêté de l'écouter. Et puis Rock Bottom, il a eu un accident. Il est tombé de la fenêtre et il est devenu handicapé. Et sa musique, alors qu'il était handicapé, est devenue ça. Donc moi, je l'ai senti en fait. Je savais même pas l'histoire, mais dans sa voix, il y avait cette voix qui me touchait énormément. Et puis après, j'ai appris l'histoire et de façon tabula rasa, ça doit être un des disques que j'ai le plus écouté. Ouais. Est-ce qu'on peut revenir à ce fameux parolier qui est ton papa depuis 2015? Moi, j'aimerais bien savoir qui a proposé à qui de faire de la musique ensemble. Dans mon précédent, c'est mon 2e long métrage de cette façon, doc fiction. Et dans mon premier long métrage, j'ai terminé le long métrage en chantant une mélodie un peu arabe et que j'avais improvisé avec un musicien au Caire, et après que j'ai réenregistré à Bruxelles avec des musiciens. Donc j'ai fait une première musique un peu arabe, et ça c'était en 2012.
Et en 2015, mon père m'a téléphoné en me disant « Leïla, il faut absolument que tu viennes, je t'écris des textes en arabe. » Et moi, je lui dis « Mais papa, j'ai rien d'arabe. » Il m'a dit « Mais si, c'est pour ta voix. » Donc en fait, c'est lui qui s'est passionné. Et il m'a dit « J'ai réécouté cette chanson à toi. » Donc c'est lui qui est venu vers moi. Et ça, c'est lui qui est venu vers moi avec ses textes. Et après, ça a été un truc de fou parce qu'en fait, il me parlait comme si j'étais une enfant alors que j'ai écrit de la musique rock'n'roll américaine, tout. Enfin bon, bref. Et donc voilà, ça, c'est lui qui est venu vers moi. Mais en fait, dans ses paroles, il écrivait des choses. Je suis libre, Ana Hora, Dame Baghdadi, mes ancêtres sont de Bagdad, Ana Jamra, je suis une flamme, Is'el Ajdadi, enfin bon, tous mes ancêtres le savent, Ana Jam Thawra, je suis une révolution, Brani Liblédé. En fait, tout d'un coup, Maqbel Saïd, alors je n'ai pas de maître, et tout ça, tous les textes qu'il écrivait, en fait, ont résonné avec mon histoire. Et en fait, tout d'un coup, je me suis vraiment accrochée. Et en fait, c'est vrai qu'il m'a écrit des textes que j'ai réussi au fur et à mesure à chanter. Puis il m'a écrit une chanson, Yala Sahebni. C'est la femme qui choisit son destin. C'est moi qui choisis parmi tes copains. Et ça me faisait tellement plaisir de chanter en arabe, des choses comme ça, que c'est lui qui est venu vers moi. Donc c'est lui qui est venu vers moi. Et il m'avait transmis auparavant plutôt un traumatisme de l'Irak. Et là, le fait qu'il vienne vers moi avec la musique, ça a créé notre relation qui est ce film. Et voilà. Moi, je trouve ça vraiment hallucinant parce que du coup, tu parles de cette enfance où il a été dans la retenue et maintenant, il se met à ta place, il se met dans ta peau pour écrire sur la liberté de la femme. Bah ouais, c'est un peu... j'ai dû faire le mur, lui expliquer qui j'étais. Je suis allée à Bagdad, je suis revenue, j'ai eu cet accident, je me suis éloignée de lui parce que il voulait savoir ce que j'allais faire de ma vie et je ne savais pas ce que j'allais faire de ma vie. Et il fallait que je cherche, donc je suis devenue cette artiste. Et c'était dur pour lui parce qu'il m'avait pas élevée de cette façon. Enfin voilà. Et les choses ont évolué entre nous parce qu'il s'est mis à aimer mon art. Et au fur et à mesure, voilà, il y a eu plein de dialogues et oui, mon père a changé parce que c'est moi qui il voulait que je sois libre, mais il était plein de contradictions. Mais en même temps, voilà, les choses se sont trouvées entre nous parce que aussi je lui ai dit, et pour ça, des fois, c'est assez beau. Mais on s'est tellement engueulé, quoi. C'est une histoire pas possible. Mais je l'aime énormément et voilà, c'est comme ça. Moi, j'avais une question sur une scène particulière qui m'a marqué, qui a une esthétique assez différente du reste du film, à mon sens, qui est la scène de boîte de nuit où tu es avec des filles qu'on dirait des copines assez proches et c'est cette lumière rouge ralentie. C'est vraiment ce serait idiot de dire c'est la scène qui a l'air plus cinématographique comparée au cinéma mainstream. Et où il y a il y a une musique un peu électro, c'est au ralenti. Enfin, moi j'aime beaucoup les scènes de boîte de nuit. Ça m'a rappelé peut-être des scènes de Millennium Mambo, de Oussia Hossein, des choses comme ça. Et tu peux nous parler de cette scène, comment elle a été faite et pensée? Est-ce qu'elle a été tournée sur le vif ou est-ce que ça a été mis en scène? Je suis quand même quelqu'un qui pousse les gens à bout et j'oblige mon équipe des fois à venir improviser avec moi, avec les gens autour de moi. Et là, pour une fois, le film, je l'ai mené un peu toute seule jusqu'à 2019. Et en fait, tout d'un coup, il y a une productrice qui est rentrée. On a commencé à trouver de l'argent. Donc, j'ai voulu placer mes copines dans ce film alors qu'il y avait que ma famille. Et j'ai voulu placer mon côté... mes copines étaient lesbiennes, j'étais souvent avec elles et on sortait souvent ensemble et en fait ça a été important. Donc mon équipe qui a pas vraiment cette vie, qui était belge, est venue tourner à Berlin et je leur ai dit voilà, on mangeait ensemble, j'ai remercié pour le tournage et tout d'un coup je leur ai dit bon, on tourne et ils me font on tourne quoi? Je dis on descend et le son, qu'est-ce que je fais rien, on descend et en fait je les ai tous amenés et en fait, ils me suivent, ils voient, et ils sont créateurs avec l'image. Donc en fait, je m'occupe même. Donc je sais quand ils sont là, mais je les laisse tranquilles. Et mes amis voient tellement que je suis tellement passionnée par avoir fait ce film qu'elles ont aucun problème à être dedans, quoi.
D'accord, donc c'est Improvisé. pris sur le vif. Pris sur le vif, Dans un bar de Berlin. dans un bar de Berlin où j'ai demandé l'autorisation, mais en fait les gens, c'est un bar où personne ne regarde rien, donc tout le monde s'en fout de tout, donc c'est improvisé sans autorisation et on voit pas vraiment les gens, on nous voit elle et nous, donc en fait on voit pas les autres, donc on filme pas on prend pas de voilà. Quel est le sens quand tu chantes Je m'appelle personne? Alors Ismi Folan, je vous la passe. اسمي فلانة كرهي عمشي عيوني رقية عربية عربية اسمي فلانة كالحزن عايشي حزن من المسور روحي مصرية Alors Ismi Fulana, en fait moi je chantais je voulais dire je m'appelle personne parce que non, je chantais Ismi Fulana, je sais pas ce que je chantais, mais je chantais je chantais j'improvisais voilà, ça y est, je me rappelle. J'improvisais phonétiquement et mon père m'a dit ça veut rien dire ce que tu racontes. Ismi Fulana, je m'appelle personne. Et en fait finalement, c'est lui qui a trouvé ce texte qui correspondait à ma phonétique. Et en fait, ce mot, je m'appelle personne, c'est plus que personne, parce que ça n'existe pas en français. C'est quelqu'un qui porte le visage de tout le monde, qui est sans nom. Donc voilà, ça, on l'a pas en français. Donc finalement, c'est devenu une chanson qu'on a écrite, mon père et moi, ensemble. Voilà. C'est une façon assez pas courante, enfin, c'est beaucoup de paroliers, qui sont des duos paroliers musiciens, travaillent comme ça avec cette espèce de yaourt inversé où le musicien chante la mélodie, on appelle en yaourt, avec, sans parole, quoi, avec des sons, des mélodies vocales, et puis le parolier attrape l'ambiance et puis écrit des paroles. Ouais, et en fait, avec les paroles qu'il m'écrivait, je les sentais, enfin, c'était comme si je pensais à tout ce qu'on traversait, les guerres, tout ça. Merde, c'est quoi les paroles بقلب أبيض في زمن أسود, dans un monde noir avec un cœur blanc. Et donc en fait ça a formé mon personnage qui voyait comment les gens avaient fait ces guerres, comment les gens avaient tué tout ça, et moi qui chantais la paix, quoi, en fait. C'est aussi chanter la paix, le non refuge, parce que je suis pas une vraie réfugiée, parce que je suis pas à Gaza, quoi, mais j'ai une vie comme ça, un peu sans endroit. J'ai vécu comme ça, donc toutes les paroles résonnait beaucoup en moi, en fait, tout ce qu'on est arrivé à écrire avec mon père, et voilà, c'était un vrai geste. Et puis voilà, les musiques, je les ai écrites aussi à Berlin avec les autres, donc c'est souvent je voulais dire quelque chose et je demandais aux Syriens qui venaient d'arriver, enfin que j'ai rencontrés. En fait, la musique m'a toujours servi de rencontre, en fait, parce que je rencontre les gens, j'ai rencontré plein de gens du monde arabe
en écrivant mes chansons. Et en fait, ça me protège et en même temps, eux adorent ça. Et moi aussi, j'adore ça parce que ils comprennent ce qu'il faut m'écrire et des fois, je les choque complètement en disant des trucs qui sont complètement hallucinants pour eux. Donc en fait, c'est un dialogue entre moi et les gens du monde arabe et on écrit ensemble aussi. Donc voilà. Et est-ce qu'il y aura aussi éventuellement un concert un jour ou un titre, une chanson avec ton père, avec ça, la voix de ton père? Je me posais la question. Est-ce qu'il va chanter un jour sur un de tes disques? Je l'ai tellement enregistré que je pourrais vraiment que sur le prochain disque, je vais mettre sa voix. Non, mais j'y pense. C'est sûr que je vais mettre un bout de sa voix sur mon disque. J'y avais pas encore pensé. Mais il chante faux, mon père. Donc c'est même pas la peine d'entendre comment il chante. Alors, est-ce que j'ai fait? Oui, j'avais en 2019 en Égypte, j'avais ouvert le festival du Goethe. Avec des musiciens arabes et en fait je commençais à chanter ces chansons. Maintenant voilà, le film est fini parce qu'on peut pas être partout à la fois vu que j'ai un peu tous les postes de ce film et même qui commence de la prod jusqu'à la distri. Maintenant j'ai recommencé à faire des performances en chantant arabe et et j'ai créé un ciné-concert où il y a mes images, parce que j'ai tourné pendant tellement d'années, puis j'ai dessiné tellement de dessins que maintenant j'anime les images avec les dessins et je chante et en fait la lumière m'éclaire, donc c'est même pas la peine je fais ça et j'ai ouvert plusieurs festivals du monde arabe avec ça. Et voilà, et c'est un peu l'idée que je vais faire pour performer. Après, j'adore l'impro. Et donc l'impro et être avec des musiciens, j'adore ça et ça aussi dans le monde arabe ça aussi j'espère le faire. Comment tu lis le fait que tu aimes bien improviser et que tu sois autodidacte, enfin j'imagine autodidacte en musique et que tu viens d'un univers plus rock, etc. Avec des fois la collaboration, je parle parce que j'ai fait pas mal de disques dans les pays arabes, plutôt du Maghreb, hein, mais des gens très virtuoses, c'est parfois difficile d'improviser avec eux parce que ils se sentent pas libres. Enfin, ils sont très forts mais il y a quand même pas un carcan, mais des choses qu'on a le droit de faire et des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Et des fois, après, on arrive toujours à des chouettes résultats, mais le premier contact parfois sont un peu le terme improvisé a pas forcément le même sens dans les deux cultures musicales. Alors là, je viens d'aller au Caire et d'enregistrer un nouveau disque qui est plus Brian Eno, enfin genre un peu. Donc ma voix, elle a pas de parole et avec un peu des virtuoses, mais j'ai vécu l'enfer. Mais ils m'ont traité comme si je savais pas composer de la musique et à me taper dessus. Et en fait, donc j'ai dû m'imposer parce que c'est moi qui suis la compositrice, donc ça a été complexe. Après, moi j'ai étudié la musique classique, mais comme j'ai perdu la mémoire, je me rappelle pas, j'ai pas su relire les notes, mais la musique a été en moi quand même. Donc les mélodies sont restées dedans. Donc j'ai quand même un côté pas virtueuse, mais j'ai un côté où je sais, où j'écoute beaucoup et vu que j'ai travaillé souvent toute seule, je sais, j'ai une oreille qui écoute et qui sait quand même au fur et à mesure de l'expérience, hein, parce que au début j'étais toute seule avec mon 4 pistes, mais maintenant avec l'expérience que c'est, je sais aller vite et mettre les gens en confiance et qu'on soit créatifs ensemble, quoi. Mais voilà, ça et puis il y a des choses qui marchent pas du tout parce que il y a des gens qui bloquent, c'est sûr, et quand ça bloque, je passe souvent à autre chose, je veux pas trop insister. Donc il y a plein de fois ça marche, il y a des fois où ça marche mieux que je sois seule, il y a des fois où ça marche 10 fois mieux que je sois avec des gens, et puis il y a des fois où ça marche pas du tout. Et dans le monde arabe, là dernièrement, c'était vraiment pas facile pour moi. Il y a pas mal d'histoires de voyage. Il y a un plan qui est manifestement fait par un hublot d'un avion, avec l'aile de l'avion, décollage. Il disait du voyage entre la France et l'Irak, et après au Caire. Et il y a plein de scènes entre amis qui si j'ai bien reconnu, se passent à Temple of, dans le parc de l'ancien aéroport. Est-ce qu'il y avait une idée comme ça du voyage immobile sur cet aéroport qui est figé où plus aucun avion ne décolle? Et puis ces voyages qui sont réellement faits? Je sais pas s'il y a une idée, mais c'est sûr que quand j'ai découvert Tempelhof, moi j'y allais
j'apprenais l'arabe dedans, j'adorais cet endroit parce qu'avec voilà, donc ça faisait partie de mon moment très souvent j'allais à Tempelhof avec mon ukulélé ou avec mon amie qui jouait du oud, une amie justement qu'on voit dans mon film, serbe, qui jouait du oud, et en fait on allait tout le temps là-bas, et après voilà, moi je créais le film, et le film se passait avec la vie de mes parents qui sont dans le Cantal et au Caire. Et voilà, et moi l'Irak c'était derrière, et dans ma vie j'ai passé ma vie, pas passé ma vie, mais j'ai beaucoup voyagé parce que mes films ont voyagé dans des festivals. Donc je suis quelqu'un qui suit tout le temps, on dirait que je suis un peu partout, tout le temps, et je m'adapte un peu, ça va vite, je m'intéresse enfin voilà, les cultures rentrent en moi, et voilà, et donc à Tempelhof, c'est quand même Berlin, c'est quand même aussi avec les réfugiés syriens, les filles en string, tout le mélange en fait qu'il y a là-bas, c'était un peu voilà, ça c'était un peu c'était un peu génial aussi pour moi parce que j'ai grandi en France, et quand j'ai quitté la France, j'ai jamais osé dire, je disais pas que j'étais arabe, je le cachais. Et en fait, là, le film, le fait que mon père m'ait écrit des mots en arabe, à Tempelhof, tout d'un coup, les Syriens mélangés à Neukölln avec tous les artistes, ce mélange, je l'avais jamais vu nulle part. Donc c'était un peu les années 2000, voilà. Le monde de la migration, les gens qui se mélangent, voilà, des artistes, la migration, les gens qui arrivent, qui ont vécu des gros traumas, mais qui doivent refaire une vie, et d'où, voilà, il y a quand même, je pense que mon film est lié à ça. Est-ce que, parce que moi je connais plus la musique en fait de monde arabe, mais plus du Maghreb. Est-ce que tu as pu montrer tes films là-bas? Est-ce que tu as fait des collaborations avec des musiques, avec des artistes, des musiciens plus du monde du Maghreb ou berbère, ou c'est quelque chose que tu as travaillé? Quand je suis allée en Tunisie, et c'était très très drôle, enfin très très bien pour moi. L'Institut français m'a invité ils ont découvert, j'étais en recherche, voilà, le film avançait, ils ont vu ce que je faisais, et ils m'ont invité à enseigner aux enfants de la Médina de Tunis, qui étaient en difficulté et qui étaient posés dans une maison d'art à la Médina. Dream City, voilà. Et en fait, il y a des musiciens du Maghreb qui sont venus m'accompagner, et je chantais les paroles de mon père. Et vu que je prononçais tellement mal, c'est les enfants qui m'apprenaient l'arabe à chanter. Donc ils chantaient. Qui est assez différent d'ailleurs, qui est pas exactement, exactement le même que l'arabe du Moyen-Orient. Voilà, qui est pas le même. Mais en fait, c'était génial ça. Ça faisait une collaboration, et donc moi je leur apprenais la voix, et eux ils m'apprenaient l'arabe, donc ça c'était super. Et sinon j'ai pas fait vraiment de collaboration parce que voilà, je vais plus dans le Moyen-Orient. Et est-ce que mon cinéma a été vu? Là j'étais au JCC à Carthage il y a 3 semaines, et j'ai gagné le Grand Prix à Tétouan avec Delia Suleiman, donc à l'unanimité. Et ça a été magnifique pour moi parce que je savais pas du tout comment mon film allait être reçu par le monde arabe, parce que je suis quand même très française. Est-ce qu'il y a, Leïla, il y aurait une musique que tu aimerais nous faire écouter avant de conclure cette émission? Plusieurs. La première, c'est Anahora, que j'ai faite avec des Syriens à Berlin, et c'est la fin qui termine mon film. C'est celle-là Anahora, celle qui termine mon film, là où mon père dit je n'accepte pas de maître, je suis libre, je suis une flamme, je suis une révolution. Et je pense que c'est mon père a vu en moi la femme arabe moderne, et c'est une chanson voilà qui dit toute la flamme que j'ai, et qui est qui est ce drame baghdadi qui est arrivé. Donc où est-ce qu'elle est? C'est celle-là. أنا هرى
Il y a un système musical arabe qui s'appelle le Makam Bayati. Ah bien sûr, mon père, il m'a toujours dit chante en béyat et il me faisait passer des morceaux qui n'avaient rien à voir avec le béyat. Le maqam bil arabe, béyat, si en fait et j'ai écouté beaucoup le maqam béyat parce qu'en fait c'est une autre façon de composer, c'est sur plusieurs octaves et en fait c'est le maqam, c'est pas comme une gamme do ré mi fa sol la si do, une gamme occidentale. La musique arabe est sur plusieurs octaves et c'est avec plusieurs notes et plusieurs rythmes. Donc j'ai beaucoup aimé, c'est il y a, je sais plus combien il y a de maqam, mais il y en a pas beaucoup, il doit y en avoir 8 et donc en plus je m'appelle Al-Beyati et tout ça. Tu portes donc ton nom quoi. je porte mon nom, le nom de cette musique de maqam, donc et puis mon nom aussi, il y a un poète irakien très connu. Donc dans le monde arabe, quand je dis Beyati, ils sont là, bon Beyati. Donc non, et puis ça a été c'est donc et souvent les musiciens avec qui j'improvise, vu que je m'appelle Beyati, ils me disent on fait un maqam Beyati et finalement on part dans le maqam Beyati. Donc ma voix va souvent dans le maqam, voilà. El Bido. Alors ça, c'est mon père qui a écrit. Elle est pas dans le film, mais il m'a écrit non. ألا أنا مش متعالية لا أنا مش لا مبعالية بس يا حبيبي قلبي يدق يدق مش لوحدك قلبي يدق للتغافى قلبي يدق etc. Et mon père écrit non, je ne suis pas indifférente, non, je ne suis pas hautaine, je ne suis pas hautaine, mon cœur bat, mon amour, mon cœur bat, pas uniquement que pour toi. Mon cœur bat pour... Et là, il envoie tous et il trouve que voilà. Donc ça, le chanter, j'adore. Et dire aux hommes, mon cœur bat quand tu t'en vas, mon cœur bat quand tu viens. Enfin, voilà, il y a plein... Il m'a écrit une chanson ultra féministe que j'adore. Après, il y a le... Peut-être que j'ai pas fait de statistiques officielles, mais peut-être que le mot qui revient le plus souvent dans toutes les chansons du monde arabe, c'est Habibi. Habibi, voilà. Ya Habibi, Albido, mouch lil wahdak. Après, il y a Emirat al-Ahlam, elle est dans le film. Je suis la princesse de mes rêves, lunatique comme la mer. Je suis le feu. Non, je suis l'eau, tu es le feu. Feu, marche avec moi. Ça veut dire je t'éteindrai pas. Et ça, j'adore le chanter en arabe parce que ça veut dire n'aie pas peur de moi. Parce que je fais peur. Et je la chantais tout le temps dans la rue, cette chanson. Parce que ça fait peur à une femme forte, aux hommes. Et voilà, je sais que je fais peur parce que je suis, voilà, ça fait, donc, celle-là, je l'adore aussi. Et voilà, ça, c'est une des chansons, c'est les Syriens qui l'ont écrit avec moi. Et ils disaient, mais tu peux pas chanter ça. Mais je lui disais, mais traduis-moi le feu, marche avec moi. Ils disaient, mais non, mais, et en fait, finalement, c'est une chanson française-arabe, quoi. Donc ça, c'est aussi, après, il y a, Ismi Folana. Alors, Ismi Folana, je l'ai à peu près 4 versions de ce texte et 4 chansons différentes. Complètement, voilà. Donc, une pizzicato, une enregistrée au Caire avec des musiciens du Caire, qui est dans le film. D'ailleurs, on voit un des musiciens m'apprendre l'arabe dans le film. Géographia, voilà. Géographia, c'est une fille au Caire qui marche et les gens lui disent toujours bonjour. Elle parle avec tout le monde d'histoire, de géographie, mais on lui dit d'où viens-tu? Elle dit je suis française et il lui demande et tout d'un coup il la drague et elle est là Yamchi. Donc c'est aussi un truc qui arrive souvent parce que en tout cas au Caire, une fille qui a les yeux bleus
et voilà, les gens se ruent un peu vers toi. Et parce que voilà, on n'a pas le droit, on n'est pas mariés, enfin en tout cas moi. Donc Limada, moi je l'ai écrite avec mon père, voilà, c'était très belle parole. My Hand, alors Baha, ça je l'ai écrite avec un Palestinien, et c'est le Palestinien avec qui j'ai appris le plus l'arabe à Berlin. Et lui chante, elle est magnifique cette chanson. Lui chante le fait qu'il peut pas il peut pas aller chez lui. Il a il a dû partir et il pense à sa famille. Et moi je lui dis, je te donne ma main. Et en fait c'est cet amour que ma mère a créé avec mon père. Elle lui donne la main et voilà. Et lui c'est une superbe chanson, une très belle chanson qui fait partie du film. Et voilà donc. Et Sahemni, ben, j'en ai mon cœur. Donc ça, c'est tout le track listing de de l'album qui va sortir. Ouais. D'accord. Il va s'appeler comment l'album? Bah, je pense. D'Abdul à Leila. From Abdul to Leila. Ouais. Je pense, ou From Leila to Abdul. And way back. Dans une chanson, tu dis j'aime parler avec tout le monde à propos de tout. Merci beaucoup Leila d'avoir parlé avec nous. Merci Arnaud. J'ai oublié de dire que tu étais quand même le créateur du label Les Disques en Rotin Réunis. Et voilà, on te remercie beaucoup Leila d'être venue au micro de Radio Arson. Merci beaucoup Leila. Merci, pardon. Bon, merci beaucoup à vous. Justement, j'ai pas de label, donc c'est un tout petit.